Donc bonjour à tous, je suis Olivier de Sadler, je suis chef de projet sur le Life Nature Adapt pour la Fédération Europark. Alors peut-être en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas. La Fédération Europark, c'est une fédération d'espaces naturels protégés européenne. On a à peu près 400 membres dans 40 pays, ce qui représente des milliers de professionnels de la conservation à travers l'Europe. Et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec la Fédération des parcs naturels régionaux de France, avec qui on co-organise cet événement pour un webinaire en français. Donc d'habitude, on fait des webinaires en anglais, qui est la langue véhiculaire européenne, comme on le sait tous. Mais on s'est dit que c'était intéressant de temps en temps faire des webinaires dans les langues nationales, parce que tout le monde n'a pas accès à la langue anglaise, en tout cas à un niveau professionnel. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc Europark, notre travail, c'est vraiment de faciliter la coopération internationale dans le secteur de la protection de la nature, et en particulier dans la gestion des espaces protégés. Donc on fait beaucoup de formations, beaucoup d'informations et de la mise en réseau. C'est vraiment ça le cœur de nos activités. Et ce webinaire est organisé entre autres dans le cadre du projet Life Nature Adapt, qui est un projet qui vise à intégrer le changement climatique dans l'adaptation au changement climatique, dans les pratiques de gestion des aires protégées. Donc, c'est un projet qui va livrer une méthode, ou en tout cas une guidance qui vous permettra, qui permettra aux gestionnaires d'aires protégées de s'intéresser à l'adaptation au changement climatique et de l'intégrer petit à petit dans les plans de gestion, dans les outils de gestion dont vous vous occupez. Donc vraiment, le cœur de ce projet, c'est l'adaptation. Et donc, on parle assez peu finalement d'atténuation. Or, on sait que c'est évidemment aussi important que l'adaptation. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu l'opportunité avec la Fédération des parcs naturels régionaux de vous présenter ce webinaire sur la séquestration. Avant de passer la parole à Philippe Moutet, qui sera le co-animateur, on va dire, aujourd'hui, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que ce webinaire est enregistré pour donner à l'occasion aux absents de le revoir le cas échéant. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, vous pouvez couper votre vidéo, changer votre nom, mais sachez que ce sera enregistré et que le chat est aussi enregistré. Si vous avez des questions, on prendra toutes les questions après les deux interventions. Mais vous pouvez les laisser dans le chat. Moi, je m'occuperai de la facilitation. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir donc, pardon, excusez-moi, j'ai un trou. On a le plaisir d'accueillir, dans un premier temps, Pierre Durlet, qui nous parlera du travail qui est fait dans les tourbières du Haut-Jura, et ensuite Bruno Clément, qui nous parlera du travail qui est fait dans le parc naturel régional de Gruyère, Pays d'en Haut, en Suisse. Voilà. Philippe? Merci Olivier. Donc bonjour à tous. Effectivement, on a la chance, Fédération des parcs, de pouvoir travailler avec Europark, qu'Olivier vous a présenté, que vous connaissez, je pense bien. Donc Fédération des parcs, pourquoi on s'est intéressé à ce sujet? Tout simplement pour reprendre ce qu'évoquait Olivier, parce que le chemin entre l'adaptation et le carbone est ténu, et en fait l'atténuation et l'adaptation sont assez emboîtés. Il nous a semblé important de traiter ce sujet. L'année dernière, en 2020, au niveau du réseau des parcs, des 56 parcs naturels régionaux français, on s'est posé la question de la dimension carbone dans les stratégies de parcs, et on a fait une enquête, et il est ressorti qu'en fait, pour paraphraser Molière et Monsieur Jourdain, beaucoup faisaient du carbone sans le mettre en avant, et on verra aujourd'hui que dans beaucoup d'actions, notamment liées à la biodiversité, aux espaces protégés, finalement, ces actions-là, notamment, je pense à celle que Pierre va présenter sur les tourbières, sont des actions carbone, mais qu'on ne valorise pas forcément en tant que telles. Et on a fait ce travail-là, et puis on a vu très vite que des questions comme l'adaptation et le carbone étaient forcément
des questions qui dépassaient le cadre hexagonal et qu'il était important de pouvoir échanger avec vous par le biais d'Europarc et d'avoir finalement des actions, des solutions. Ça fera le lien avec les solutions fondées sur la nature. Je crois que Europarc va traiter de ce sujet en juin, si mon souvenir est bon. Et nous, on y travaille aussi. Ça va faire le lien entre biodiversité, adaptation carbone et le programme dont Olivier a la charge. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer en collaboration avec Olivier et Europarc, c'était de faire un zoom sur deux types de territoires qui s'engagent aussi sur cette question, qui souvent vont venir sur le carbone, comme on va le voir là, pas forcément le carbone pour le carbone, mais c'est comment finalement, en agissant sur son territoire, sur des actions de biodiversité, sur des actions de développement durable, on est finalement contributeur à une maîtrise ou du stockage ou de l'évitement des questions carbone. Et puis un dernier point, pour ne pas être trop long et laisser la parole au territoire, Olivier parlait qu'exceptionnellement, ce webinaire est en français. Et pour ceux qui seraient un petit peu nostalgiques de l'approche anglophone, il y aura normalement à la rentrée, on ne sait pas encore à quelle date, Olivier me corrigera si je dis une bêtise, mais on a prévu d'avoir une version anglophone, cette fois-ci un peu plus classique pour Europarc, pour avoir des témoignages d'autres territoires qui ne sont pas forcément francophones à l'initiale. Donc voilà, on vous souhaite d'apprécier ces deux interventions qui, j'espère, vous donneront des idées. Et puis l'idée, comme tout webinaire qui se respecte, c'est de découvrir aussi des actions et de prendre contact pour aller un peu plus loin avec les différents territoires participants et puis avec ce qu'organise Europarc et puis aussi la Fédération des parcs. Voilà, Olivier, pour faire un rapide point, puis laisser surtout la parole aux acteurs de terrain qui vont nous apporter leur retour. Merci Philippe. Effectivement, donc on travaille à un projet de webinaire sur d'autres types d'habitats à la rentrée, enfin au courant de l'automne de cette année. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat. Après les deux présentations qui dureront à peu près 20 minutes chacune, on aura un temps d'échange qui est prévu, où là on vous invitera à prendre la parole, à poser des questions, soit de clarification, soit pour aller un peu plus loin dans le sujet. Ça va, donc n'hésitez pas à poser vos questions et on va y aller. On va commencer donc avec Pierre Durlet du Parc naturel régional du Haut-Jura. Pierre. Bonjour à tous. Alors, du coup, je partage mon écran. Voilà, c'est bon, tout le monde voit la présentation. Oui, c'est parfait. Ok, donc du coup, la Fédération des parcs, c'était de présenter un peu les résultats que l'on a dans d'un autre programme live, donc programme live Tourbière du Massif du Jura, dans lequel le parc du Haut-Jura est un des partenaires associés. Ce programme LIFE est coordonné par le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté pour montrer un peu le lien entre tourbière, carbone, ressources en eau, à travers des exemples de travaux. Donc, vous verrez que par rapport à ce qui avait été annoncé, on est plutôt parti sur des... Enfin, j'ai fait un seul plus complet de manière à pouvoir aller un peu plus loin dans les éléments qui sont présentés. Non, peut-être un premier rappel, pour ceux qui ne sont pas bien au fait de cette chose, dont effectivement, on commence à parler quand même de plus en plus. Hein. Philippe dit qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment en train d'évoluer et c'est effectivement une perception qui est assez récente, on va dire, des 10 dernières années, ce rôle de stock de carbone des tourbières. Donc, les tourbières, c'est donc des milieux, des zones humides qui sont issus de l'accumulation de matières végétales mal décomposées. Donc, qui dit matière végétale dit par la photosynthèse, prélèvement du carbone atmosphérique via le CO2 et les conditions physico-chimiques du sol font que la matière végétale de surface ne se dégrade pas intégralement lorsqu'elle meurt et on a une accumulation au cours des siècles, voire millénaires, tue la tourbe. Donc, comme on voit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un stock de carbone par accumulation de cette matière végétale mal décomposée.
Ce qui, par rapport à ce qui a pu être dit souvent, en fait, on n'est pas dans des on est dans des puits, mais extrêmement modérés. On n'est pas, puisque c'est pas des végétations très, dynamiques sur les tourbières, mais on est plutôt sur un rôle de stock et on a vraiment cet enjeu, c'est préserver, voire continuer le stock de carbone qui s'est, accumulé au cours des siècles et pas comme on pourrait le voir à travers les forêts, sur des rôles de puits, très actifs. Donc voilà, ça c'est bien un élément. On est à peu près neutre en fait en termes de gaz à effet de serre sur une tourbière, mais on est bien sur un stock potentiel. Un stock qui est vraiment important à l'échelle des sols. Bon, le chiffre que l'INAO, publie, c'est, les tourbières, c'est 3 de la surface des sols exondés, donc les sols continentaux, et c'est 30 grosso modo, ce qui est, quelque chose d'assez important. Quand on ramène, par exemple, à la surface, en France, on est sur, 0,2 de la surface française qui est de la tourbière, mais plus de 5 du carbone des sols, en ne se focalisant que sur les 30 premiers centimètres d'épaisseur, alors que nos tourbières peuvent, dépasser allègrement les 2, 3, 4 mètres d'épaisseur de sol. Mais du coup, c'est quand même des éléments qui sont, non négligeables, hein. On est, entre, un tiers et la moitié, du volume de carbone, enfin dans les tourbières, c'est entre, un tiers et la moitié du carbone, atmosphérique, donc c'est pas anodin par rapport à la faible surface que cela représente et en termes de et je parle bien de stock, sont, forêts, y compris les forêts, tropicales. Donc ça, c'est un élément important. Il ne faut pas, minimiser le fait que les forêts tropicales avec les plus gros stocks de carbone sont très souvent, développées sur des tourbières. Donc, il y a quand même un lien très fort, hein. Me faites pas dire qu'on peut, abandonner les forêts tropicales, et protéger uniquement les tourbières. C'est quand même un lien très fort, que ce soit au Congo, en Indonésie ou en Amérique du Sud. Mais, voilà, bien garder le rôle du stock de carbone dans les sols. Donc une tourbière en bon état, c'est un équilibre hydrologique, c'est vraiment le facteur eau, contrôle la dégradation de la matière organique, à schématiquement, à partir du moment où l'eau, est proche de la surface, l'activité microbienne et bactérienne est relativement fait l'oxygène dans le sol ou presque pas, et donc on a une dégradation qui est fortement ralentie. À partir du moment où on a des perturbations, et notamment les perturbations anthropiques, donc les drainages, différentes sources, que ce soit l'exploitation ou le drainage à des fins de valorisation agricole ou de simplement d'essayer de se débarrasser de ces terres qui étaient inutiles et par le passé. On baisse la nappe phréatique, donc la nappe d'eau qui normalement est affleurante dans la tourbière. On permet à l'oxygène de rentrer, donc par un battement en fonction de la saison. Et à partir du moment où l'oxygène rentre, les micro-organismes peuvent devenir très actifs et dégrader cette matière végétale accumulée, la transformer. Et une des composantes de la transformation, c'est le CO2 atmosphérique. Donc, je vous ai mis une photo en bas qui vous montre deux blocs de tourbe très blond à gauche qui est très fibreux, et c'est les structures telles qu'on les a avec l'accumulation des débris végétaux. Et une fois que la minéralisation a eu lieu, donc si l'oxygène est rentré et que les micro-organismes ont dégradé la tourbe, on ne voit plus que cette terre très très noire et qui est presque comme des scories de mines. Et c'est une surcharge minérale, et en fait, tout le corps organique a disparu. Et à cela, donc, aux perturbations anthropiques, on ajoute une perturbation qui est également anthropique, mais c'est le changement climatique avec les éléments d'assèchement estivaux et de réchauffement estivaux qui font qu'on a moins de pluie en période d'été, une évaporation plus importante, et donc du coup,
ça accentue l'effet du drainage que l'on observait par le passé. Donc, on a cette accumulation de phénomènes qui font que les tourbières qui ont été perturbées sont fortement impactées et progressivement relarguent le carbone qui a été stocké au cours des siècles et des millénaires. Un exemple du Haut-Doubs, donc juste à la frontière suisse, on est sur une tourbière qui a été drainée pour faire passer une canalisation d'eau usée du hameau que vous voyez au fond, du hameau de Malpas. Lors de l'installation de cette canalisation, les regards en béton que l'on voit sur la photo étaient affleurants, c'était vraiment au ras du sol. Et on observe là, en 40 ans à peu près, une baisse de 50 cm de la tourbe qui s'est dégradée par l'assèchement et par la minéralisation et par la transformation des micro-organismes. Donc on est bien là sur un volume de carbone qui était stocké dans le sol, qui a disparu par l'effet indirect du drainage. Les éléments qui ont été travaillés, je prends juste cet exemple-là, mais ça a été publié à différentes reprises, mais c'est surtout cette publication allemande, il me semble, qui est vraiment la référence qui est recitée sur les enjeux de restaurer les tourbières par rapport à limiter le relargage de gaz à effet de serre. Sans rentrer dans les détails, mais on voit que, en gros, plus la tourbière est dégradée, donc plus elle est dégradée, plus elle est asséchée et plus le relargage de carbone est important, et plus la restauration aura un effet bénéfique par rapport à l'atténuation du relargage de gaz à effet de serre. C'est assez évident, plus elle est dégradée, plus le gaz à effet de serre et les volumes sont importants, donc plus une restauration aura un effet d'atténuation de relargage de gaz à effet de serre. Il faut être aussi, malgré tout, assez modeste, c'est que plus la tourbière est dégradée et plus c'est difficile de revenir en arrière, voire même parfois on ne sait pas comment faire pour revenir en arrière et en tout cas éviter cette dégradation. Si on passe, voilà, ça c'était un peu le préambule pour que tout le monde ait les prérequis. Si on passe au cas du massif du Jura, donc juste pour que tout le monde le localise, on est sur l'est de la France, à la frontière suisse. Moi, par exemple, j'habite à 20 km à vol d'oiseau de Genève, en France, mais à 20 km de Genève. Donc on est sur un massif montagneux, 1700 mètres d'altitude pour le point culminant. On est sur du calcaire, donc un territoire a priori plutôt assez sec, puisque l'eau s'infiltre dans le sous-sol à la faveur des fractures du calcaire. Par contre, la structure plissée du massif jurassien et les particularités géologiques font qu'au fond de certaines vallées, on a des corps géologiques qui sont imperméables, qui peuvent avoir favorisé la rétention de l'eau et du coup le développement de grands lacs, voire de grandes tourbières, comme là dans la vallée de l'Orbe, qui est un bon exemple, puisqu'en plus c'est une vallée transfrontalière entre le parc naturel régional du Haut-Jura en France et le parc naturel du Jura vaudois côté suisse. Donc voilà, un lien entre deux parcs naturels régionaux de part et d'autre de la frontière. L'exploitation a été quelque chose d'assez important dans le Jura. C'est à peu près 2 d'exploitation pour le chauffage, à un moment où l'accessibilité au bois était difficile. C'est à l'instar de ce qui se passe en Écosse, en Irlande ou autre actuellement. Les briques de tourbe étaient extraites pour se chauffer, avec une action qui était essentiellement familiale côté France, donc avec une exploitation qui, sur 200 ans, a eu des gros impacts, mais qui a été beaucoup plus importante côté suisse parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les ressources en hydrocarbures et en charbon n'étaient plus disponibles du fait de la guerre généralisée, les Suisses se sont fortement reportés sur l'exploitation de la tourbe. C'est la photo que vous voyez en bas à gauche avec des très très grosses dégradations de leur tourbière. Et si on prend un exemple de l'exploitation et ce que ça peut donner sur la tourbière des Rousses, par exemple, en bord du lac, on voit les stigmates de cette exploitation avec ces fronts d'exploitation qui peuvent faire, donc en haut à gauche, qui encore sur le terrain peuvent faire 2,50 m à 3 mètres d'épaisseur. Donc c'est de la tourbe qui a disparu par l'exploitation, c'est des carrières de tourbe.
que l'on voit en bas à droite dans ce modèle numérique de terrain, où on voit toutes ces… Plus on est rouge, plus on est haut, plus on est bleu turquoise, plus on est bas. Et on voit assez nettement les différents éléments d'extraction de la tourbe et les drainages qui y sont associés. Et ça m'avait permis de calculer à peu près que sur cette tourbière qui fait 35 hectares, il y a 150 000 mètres cubes de tourbe qui ont été exploités, c'est-à-dire plus de 10 à 15% du stock qui était disponible. Et si on fait un petit calcul rapide, c'est 120 000 mètres cubes de stock d'eau qui a disparu, puisque la tourbe étant très poreuse, c'est 70 à 80% de son volume qui est de l'eau disponible de manière différée pour le milieu, et 8 400 tonnes de carbone disparu. Donc du carbone qui a été utilisé pour se chauffer pendant quelques centaines d'années. Je ne parle que de l'exploitation directe. Je n'ai pas pu calculer la dégradation postérieure du fait du drainage, comme j'ai pu vous le montrer sur la photo de Malpa. Donc ça, c'est un autre chiffre qui ont été calculés par ma collègue Geneviève Magnon, qui travaille dans le bassin du Drugeon, donc dans le Haut-Doubs, et qui, ça peut vous donner, mais en gros, c'est pour vous montrer que ce n'est pas anecdotique. On n'est pas dans un cas particulier à la tourbière des Rousses. C'est quelque chose qui a été observé sur toutes les tourbières de haut marais du massif jurassien. On n'a aucune tourbière, a priori, ou vraiment des toutes petites qui n'ont pas été exploitées. Et on est sur des volumes de tourbes, donc du coup de stock d'eau et de stock de carbone, qui sont relativement considérables à l'échelle de notre massif. Les autres dégradations, cette photo elle est assez caractéristique. On voit bien que les tourbières ayant été plutôt jugées comme inutiles par le passé, on observe sur cette photo des réseaux de fossés de drainage pour essayer d'évacuer l'eau en direction de la rivière qui coule au centre. En plein centre, la grande zone blanche qui est au milieu le long de la route, c'est les remblais de toutes les fondations des maisons du village, puisque c'est un endroit qui était inutile. De l'autre côté de la route, c'était l'ancienne décharge du village. Alors, tout ça pour vous montrer quand même que les tourbières ont eu beaucoup de dégradation au cours des 200 dernières années. Ce qui m'amène à vous présenter très rapidement le programme LIFE de restauration des tourbières du Jura que l'on a mené avec une entrée. Donc, on est sur un LIFE nature, un LIFE avec une vocation de préservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire, mais une entrée qui a été tournée vraiment sur l'enjeu de restauration du fonctionnement hydrologique des tourbières dans le but de renouer, de retrouver un équilibre qui permet d'être de nouveau dans un fonctionnement de tourbière qui stocke du carbone, voire même qui en accumule. Et du coup, la biodiversité répond dans le même sens, dans une entrée qui est conjointe entre l'enjeu climatique et l'enjeu de biodiversité. Pierre, encore et 5 un minutes, exemple, ça alors en irait? plus, c'est… Comment? Encore 5 minutes? Très bien. Super. J'ai volontairement pris un exemple, enfin, je pas volontairement, mais c'était parce que c'est un exemple qui est assez parlant et qui n'est pas un chantier que j'ai suivi moi. C'est un chantier qui a été suivi sur la tourbière de Frane, dans le Haut-Doubs, mais qui est assez représentatif de différentes composantes que l'on peut voir montrer par rapport à la thématique d'aujourd'hui, notamment du fait de cette station scientifique qui est justement du Système national d'observation des tourbières, notamment tourné spécifiquement sur l'enjeu du lien entre tourbière et carbone. Donc, le cas de la tourbière de Frane du Forbonnais, on est sur une tourbière avec normalement un exutoire qui se fait vers l'est, comme le montre le modèle numérique de terrain. Le bassin versant semble assez évident, sauf qu'en pratique, il y a eu un réseau de drainage qui a été mis en place depuis environ 100-150 ans, qui a pour effet d'intercepter une grande partie du flux hydrologique, qui est une perte, donc une zone d'infiltration dans le calcaire, et finalement une grosse déperdition du volume d'eau qui alimente normalement cette tourbière, qui amène progressivement à un assèchement.
Donc, l'objectif des travaux, je ne rentre pas du tout dans le détail parce que voilà, c'était 10 ans d'investigation pour arriver à ce projet-là. Mais en tout cas, l'objectif des travaux a été d'oblitérer au maximum les éléments drainants de manière à restaurer des flux d'eau et à réalimenter la tourbière indirectement. Donc ça, c'est un élément important. Oblitérer un fossé, ça remonte le niveau d'eau à proximité, mais on est souvent aussi dans des fossés qui ont des interceptions des flux de surface. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de réalimenter les tourbières en stoppant également toutes les interceptions et non pas uniquement sur du réennoiement direct. Donc, juste quelques images pour vous montrer que cette digue palissade métallique qui a barré finalement le fond du Talweg qui s'était affaissé par la minéralisation progressive de la tourbe a permis à très court terme un stockage d'eau, donc ça se voit, on voit l'eau apparente, et une modification de la végétation. Donc on voit déjà les premiers épicéas qui se retrouvent les pieds dans l'eau, qui avaient été favorisés par l'assèchement et qui commencent à jaunir. Mais dans la zone la plus ouverte au centre de la diapo, on voit encore que le de pin est très important et c'était un témoin de l'assèchement de surface de cette tourbière. Et quelques années plus tard, on voit que tous les pins accrochés sont progressivement en train de sécher et du coup, on voit que l'effet de réhumectation de la tourbe relance une dynamique qui est a priori plus conforme à ce qu'on devrait avoir et du coup, à plus long terme, une modification des flux de carbone et de nouveau un assèchement une captation par turfigénèse, donc production de tourbe. Et ça se voit en quelques photos, donc rapidement donc les épicéas qui sèchent et les sphènes qui se réinstallent. Donc les sphènes, ces mousses qui sont des éléments constitutifs de la tourbe et du coup une preuve du fonctionnement vers une captation du carbone et un stockage dans la tourbière. Donc voilà, une autre image sur le grand fossé qui a été intercepté, juste pour vous montrer aussi que les travaux sont brutaux, impressionnants, mais que assez rapidement la végétation reprend et puis qu'on retrouve un équilibre et une végétation qui est conforme à ce qu'on attend des tourbières. Et quelques résultats, je ne suis pas trop en retard, c'est bon. Juste pour vous montrer par rapport aux résultats réels sur le niveau d'eau, je me base sur 4 piézomètres. Donc, piézomètres, c'est ces systèmes qui permettent de mesurer la hauteur de la nappe d'eau dans le sous-sol, qui vont vous montrer qu'au cours du temps, donc là, ça commence en juin 2014 et là, sur mon graphique, ça s'arrête en août 2019. Avant les travaux, on a les 4 piézomètres, donc les 2 qui sont le long du fossé matérialisés en pointillé, c'est les 2 les plus bas, et les 2 qui sont les plus éloignés du fossé sont les 2 les plus hauts. Donc on voit déjà un effet très marqué du fossé, un abaissement de la nappe au niveau du fossé et une chute des niveaux d'eau lors des sécheresses. Première phase de travaux, on a une remontée du niveau d'eau avec un décalage le temps qu'il se mette à pleuvoir, forcément, puisque une fois il faut quand même recharger cet énorme volume d'eau. Suite des travaux, et ce que l'on observe, c'est une stagnation relative du niveau d'eau et environ 20 à 30 cm plus haut. Donc, on est plus proche du sol, du niveau du sol, et on a moins de baisse malgré la baisse qu'on a pu observer pendant la sécheresse de 2018, qui était la plus importante jamais observée depuis 165 ans dans le massif jurassien. Et ce qu'on observe aussi, et ça c'est intéressant, c'est que progressivement, les piézomètres finissent par fonctionner ensemble. Donc vous voyez, on a de moins en moins de décalage de courbe grise, qui est le piézomètre 12, qui est le plus à l'aval sur le fossé. Et progressivement, le temps que ça c'est nouveau, un fonctionnement similaire. Ce graphique, juste pour vous montrer que ça donné date de. Donc, on a, grâce à cette suivi que mènent les pages au Doux-Haute-Loup et les universités sur la base scientifique de Fran,
on va avoir un suivi à très long terme et notamment là, parce que les données sont encore trop imparfaites et puis je les maîtrise pas assez bien, mais on a aussi des mesures de flux de carbone entre ce qui est absorbé et ce qui est relargué dans la tourbière par les mâts d'hélicovariance. Et donc, du coup, on a ces éléments-là qui vont être chiffrés sur le long terme. Voilà. J'ai présenté qu'un seul exemple, mais je pense que ça ne servait à rien d'aller dans le détail des travaux. Ce n'était pas l'objectif aujourd'hui. Vous pouvez aller voir d'ici 2 ou 3 jours le webinaire, la web émission qu'on a fait jeudi dernier, qui était la restitution intégrale de notre programme, sera mis en ligne en replay du programme live. Normalement, d'ici la fin de la semaine, ça devrait l'être, si vous voulez aller plus dans le détail du projet. Merci beaucoup, Pierre. C'était très intéressant. Donc, on voit, hein, le lien est assez évident dans le cas des tourbières entre le lien entre la tourbière, l'habitat et donc sa biodiversité, le carbone et la question de l'eau. Hein. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qui sont intéressants, je pense, pour nous qui devons nous occuper de gérer des territoires. Et ici, donc on voit qu'en fait, bien que le changement climatique soit potentiellement dangereux pour une série d'habitats, il y a une opportunité de repositionner des habitats qui étaient jugés inutiles et de montrer leur intérêt, en tout cas pour les communautés qui vivent autour. Donc, merci beaucoup, Pierre. Je vais vous demander d'arrêter de partager votre écran. Ah, excuse-moi. Non, c'est rien, pas de problème. Voilà. Alors, nous allons passer à un autre exemple. Attendez. Donc Bruno Clément du parc de Gruyère Pays d'en Haut va nous parler de son travail. Bruno. Voilà. Super. Alors, voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais vous donner un exemple un peu différent de ce qu'on a vu sur les tourbières, qui est plus en lien avec un projet de développement durable. Alors, comme cela a été dit déjà, donc en fait, ce projet est né plutôt d'une volonté de développement de projets liés à l'économie de proximité, la valorisation des ressources locales. Et l'aspect séquestration du carbone est venu par après, lié aux préoccupations actuelles, et puis aussi pour valoriser aussi cet aspect-là de ce projet. Donc, pour la présentation, je voulais quand même vous contextualiser un peu le parc pour ceux qui ne connaîtraient pas la région Gruyère Pays d'en Haut, mais je vais être très bref, vous dire aussi ce qui se fait de manière générale en lien avec la protection du climat. Le flux de ressources bois en Suisse et dans le parc pour comprendre un peu la problématique, et puis après, on verra concrètement ce qui est fait au niveau de la valorisation de ce bois au niveau local et les conséquences pour la séquestration carbone. Alors, je vais essayer d'être dans le timing. Donc, juste pour vous situer, donc, les parcs suisses, c'est assez récent, hein, on en a une vingtaine, mais que depuis les années 2000, donc on est assez jeune dans la démarche. Le parc Gruyère Pays d'en Haut se trouve dans les Préalpes occidentales. Donc, c'est un territoire qui est en extension. On a des nouvelles communes qui vont y adhérer. On en a 17 à partir de 2022. On en a 4 nouvelles. On a un territoire préalpin entre 370 mètres le bord du lac Léman et puis les plus hauts sommets de 1540. Donc, on est voilà, vraiment typiquement dans les Préalpes avec une surface de 632 km², donc 30% de forêt et une population très limitée. On n'a pas de zone très peuplée de 17 000 habitants sur tout le territoire. Voilà le point fort du territoire. Je veux peut-être juste rappeler qu'on est, ça c'est important dans l'élément, on est un peu le berceau de la civilisation du gruyère. Vous connaissez certainement ce fromage à pâte dure hein, qui est exporté déjà depuis le XVIe siècle depuis notre territoire vers la France et au-delà. Donc, qui a marqué vraiment le territoire et son empreinte liée à l'agriculture et la forêt qui a toujours été aussi une ressource importante. Alors, là, sur les objectifs stratégiques de parc, c'était juste pour vous mentionner en fait qu'on est dans une nouvelle charte
depuis 2022 et on a élaboré, où on reprend bien sûr les missions traditionnelles des parcs naturels régionaux, qui est la valorisation de la nature et du paysage, les activités économiques et le développement durable, la sensibilisation, mais on a inscrit dans notre charte aussi un nouvel objectif transversal qui est la prise en compte de l'urgence climatique. Et puis tous nos projets s'orientent à la fois vers le parc à vivre, donc la population, et le parc à partager lié aux visiteurs qui sont quand même assez nombreux dans notre territoire. Alors, juste pour parler, avant de venir sur le bois, un peu les autres actions dans le domaine du climat qui ont un lien. Donc, on a un travail sur la transition énergétique. Je reviendrai après, où on a fait une labellisation de tout le territoire avec le European Energy Award, qui est chez nous nommé Cité de l'énergie, qui vise aussi à promouvoir les politiques énergétiques dans chaque commune. Chacun a sa dynamique. Et puis, voilà, la mobilité durable, charte d'achat et de comportement, ça c'est assez nouveau. L'agriculture, ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a un pourcentage de surface de promotion de la diversité, biodiversité plus important qu'ailleurs. Donc, c'est une condition pour les paiements directs, mais on l'a développé un peu plus avec un travail en réseau. Et puis, au niveau du carbone, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une étude sur les prairies naturelles extensives qui sont vraiment, on a pratiquement pas de culture, donc on n'a que de l'exploitation herbagère. Et si on prend le milieu en lui-même, c'est aussi un stock, un puits de carbone. Des études ont été faites pour autant qu'on exploite ces prairies de manière extensive et ça permet d'atténuer les émissions carbone des produits comme, voilà, si on prend un produit comme du fromage ou de la viande avec l'exploitation bovine, ben on a un bilan négatif, mais le fait si on exploite ça sur des prairies extensives, on arrive à atténuer un peu le bilan carbone de ces productions agricoles. Au niveau des milieux naturels, on a des actions qui vont tout à fait dans le sens de ce que monsieur vient de nous présenter dans le Haut-Jura, sauf qu'on a que 2 sites marécageux où on a aussi des projets de revitalisation. Alors, sur les espaces boisés, donc, on a aussi la plantation d'arbres, hein, c'est une manière de stocker le carbone. On le fait avec des arbres fruitiers. Et la gestion, voilà, et aussi la gestion forestière durable. Peut-être juste rappeler pour un peu la spécificité de la suite, c'est qu'on a une certaine innovation, c'est que depuis 1876, on a un principe de durabilité de la gestion forestière et de conservation des surfaces forestières qui est en place, ce qui a permis d'avoir voilà, aussi un bon équilibre à ce niveau-là. Voilà, j'en viens maintenant plus précisément sur la promotion de l'utilisation du bois local. Alors là, je vais vous présenter un peu la problématique avant de venir sur les conséquences au niveau de la séquestration carbone, comme je l'ai dit avant, à la fois au niveau de la construction et du bois énergie. Alors, pour comprendre ça, il faut peut-être avoir en tête comment fonctionnent les flux du bois au niveau suisse, par exemple. Donc, on voit d'une part, c'est qu'on a une grande partie du bois, de la croissance des forêts qui n'est pas exploitée. Et on a une très grande partie de ce qui est exploité qui est exporté à l'étranger et une grande partie importée, alors que la consommation indigène de bois, un peu comme partout, on est en augmentation assez importante. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, en termes de flux et de l'industrie du bois, on est un pays en développement, c'est-à-dire qu'on exporte une partie de notre matière première brute et on importe beaucoup de bois transformé parce qu'on a très peu de deuxième transformation en Suisse. Et puis, si on prend la même démarche au niveau régional, là, j'ai pris sur le Pays d'en Haut, qui est une région du parc, Gruyère-Pays d'en Haut. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a cette même problématique. Le bois de service qui est exploité sort du territoire et on a du bois de l'extérieur qui rentre et une petite partie du bois des ressources du territoire qui sont valorisées dans les entreprises de la filière bois. Et c'est justement le but de notre action en tant que parc, c'est de favoriser cette circuit, cette économie de proximité, cette circularité liée à une ressource du territoire qu'est le bois. Et puis éviter cette exportation
du bois. Donc, un autre élément important, c'est que dans le bois qu'on a dans le parc, on a une grande quantité, comme on est en préalpes, on a du bois type résineux, sapin épicéa, en grande partie, comme pour le Haut-Jura, et qui est aussi du bois de service qui est beaucoup utilisé. On a une partie moins importante de bois de feu, de bois énergie lié au feuillu, qui est avec le réchauffement climatique aussi en progression. Et puis, pour ce qui est du bois énergie, on a aussi et du bois de service, on a une sous-exploitation du bois. Là, on a juste fait, dans le cadre de ce bilan énergétique, une extrapolation sur l'ensemble des communes. On voit qu'on a un potentiel assez important qui est de 80 gigawattheures par an de bois qui n'est pas valorisé qui pourrait être valorisé au niveau bois énergétique, au niveau bois énergie. Et si on le met en perspective avec l'utilisation et les besoins en termes de ressources énergétiques, on voit que notre bilan énergétique montre qu'on a la possibilité d'être autonome en termes de bilan chaleur si on augmente à la fois l'exploitation du bois énergie et d'autres sources de chaleur, et on diminue les besoins avec des mesures d'assainissement énergétique. Voilà, c'était un exemple de notre bilan énergétique au niveau du bois. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour favoriser ces circuits plus courts dans le parc? Donc, on a une filière qui comprend environ 70 entreprises, environ 300 emplois. On a une commission bois avec des représentants de tous les maillons de cette filière. On a la chance d'avoir encore des 6 petites scieries dans le parc. Comme je l'ai dit avant, on n'a pas de deuxième transformation. Donc, on vise vraiment à favoriser les savoir-faire traditionnels et des innovations liées au bois massif. C'est intéressant dans la perspective du cycle du carbone parce que du bois qui n'est pas traité, qui n'est pas collé, il peut plus facilement être réutilisé aussi comme bois énergie à la fin lors des constructions de bâtiments. Donc, on essaye de valoriser à la fois ce bois suisse et ce bois du parc, parce que comme je vous l'ai dit, on a une grande partie de bois qui est importé. Si on ne demande pas à une entreprise de construire en bois local ou en bois suisse, par défaut, c'est du bois qui vient de l'étranger, qui est proposé aux clients. Donc, on a fait vraiment un gros travail de sensibilisation, comme c'est déjà très fort au niveau des produits agricoles, il y a cette sensibilisation. Pour le bois, elle est encore très peu présente chez le grand public par rapport au bois local. On met en valeur aussi la valeur ajoutée du bois de montagne, du bois du parc, donc il y a une qualité et une résistance plus élevée. On a aussi des exploitations forestières durables avec la pratique du rajeunissement naturel, des pourcentages de réserves forestières plus importants, des mesures en faveur de la biodiversité, des circuits plus courts. Et puis, on développe aussi des bois de haute qualité, bois coupés à la bonne lune, des bois à pavillon pour les couvertures de toit. On a même des productions assez anecdotiques, mais de bois de résonance pour la lutherie. Et puis, voilà, ça c'est un effet du travail qu'on a fait, c'est qu'on essaye de fidéliser les entreprises qui mettent en valeur ce bois local et ce bois suisse, et aussi aux communes du parc de systématiquement, quand elles le peuvent, favoriser leur propre bois ou du bois suisse dans leur construction, ce qui n'était pas forcément le cas autrefois, mais maintenant chaque commune s'est engagée à le faire en s'adaptant aussi au marché public. Le marché public permet qu'une commune mette son propre bois, même dans une mise au concours au niveau national ou international. Voilà, maintenant je viens plutôt au cœur de notre sujet, donc la séquestration carbone dans le bois de construction. Alors, peut-être avant, je ne me suis pas présenté. Donc, moi, je suis géographe, je ne suis pas un spécialiste du cycle du carbone. Mais voilà, j'ai fait l'effort suite à l'exercice de voir aussi dans la documentation et puis voir les effets principaux de séquestration carbone au niveau de la forêt du bois. Donc, au niveau de la forêt, c'est comme la tourbière, en fait, d'une manière globale, globalement, le bilan est neutre. Une forêt émet autant qu'elle absorbe, mais si on prend à une échelle
géographique ou à une échelle temporelle, on peut avoir des bilans très variables. Et la forêt peut à la fois être un puits de carbone important et peut être à la fois émettrice de carbone si, par exemple, on a une tempête ou beaucoup de bois mort qui se décompose, puis on a très peu de rajeunissement ou des arbres très, très jeunes. Donc, on peut avoir des forêts émettrices de CO2. Si on prend le cas de la Suisse, on a un inventaire des forêts nationales qui se fait chaque 10 ans. Et on voit qu'entre 1995 et 2005, on a une absorption de 0,8 million de tonnes CO2 fixée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette séquestration, elle est en diminution de manière globale. La décennie précédente, donc 85-95, on était à près de 3 millions de tonnes de CO2 fixées annuellement. Maintenant, au début des années 2000, c'était 0,8. Maintenant, on est certainement en dessous. Donc, il y a un lien avec le réchauffement climatique. Mais globalement, comme on a encore une croissance, la forêt suisse, par la loi, ne peut pas diminuer, mais elle croît dans les régions de montagne avec la déprise agricole. On a une augmentation des surfaces forestières, donc ce rôle de séquestration augmente obligatoirement. Je n'ai pas fait les recherches pour les forêts du parc, mais je pense qu'on est à peu près dans les moyennes, en tout cas, voire un peu plus, vu qu'on a un pourcentage de forêts de montagne voilà, qui est déprise aussi au niveau agricole, même si elle n'est pas très, très, très forte. La séquestration dans les produits bois, là, on va y venir tout de suite. Et puis après, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a, voilà, c'est aussi une substitution aux énergies fossiles lorsqu'on remplace du bois lorsque le bois remplace le pétrole ou le gaz pour le chauffage, on en a parlé avant, ou également dans les matériaux de construction, on regarde ce que consomme, ce que absorbe le bois dans la construction, mais il faut aussi prendre en compte voilà, le bilan, l'énergie grise qui est beaucoup moindre par rapport à d'autres matériaux de construction comme l'acier ou le béton. Et puis, ces différents effets, ils sont cumulatifs, ils sont en cascade. Là, il y a un petit schéma qui l'explique un peu, qui essaye de le visualiser. Donc, si on a à gauche donc, une partie de la croissance forestière qui est stockée dans une construction bois, on voit que ça se cumule pour autant que la forêt, par ailleurs, elle est rajeunie, elle continue à croître. On a un effet cumulatif. Le carbone reste fixé plus longtemps que dans une forêt qui est laissée à elle-même, le cas de figure de droite. Alors, le principe de la séquestration de carbone, voilà, dans la littérature, il y a différentes études et différents facteurs qui influencent cette séquestration en carbone dans le bois. J'en ai trouvé deux qui sont convergentes. Donc, si on prend, voilà, par exemple, 1000 kg de bois, donc il faut prendre la matière sèche qui est elle-même environ à 50% constituée de carbone. Et 1 gramme de carbone dans le bois fixe 3,6 grammes de CO2. Donc, 1000 kg de bois, on arrive à un total de 871 kg de CO2 absorbé. Une autre étude généralise en disant qu'un mètre cube de bois évite aussi 700 kg d'émissions CO2. Donc, on a un petit peu plus bas. Moi, j'ai pris cette estimation qui est plus prudente pour les régions de montagne, mais voilà, on reste dans des estimations assez générales. Et puis, si on adapte ça par rapport aux constructions qu'on a effectivement dans le parc, dans notre territoire, sans compter voilà, les éléments de dépenses de CO2 liés à la transformation du bois et au transport, si on prend vraiment qu'est-ce qui est stocké dans la construction proprement dite, si on prend donc 1 mètre cube de bois, ce qui correspond à 900 kg si on est dans l'épicéa, hein, c'est quand même le bois le plus utilisé dans la construction, ça représente 700 kg de CO2 absorbé. Donc, pour une construction d'une maison, ça représente 70 tonnes. Si on prend les 2500 mètres cubes, c'est ce qu'on a pu un peu évaluer dans ce qu'on arrive à avoir en circuit court, vraiment avec un minimum de transport. Là, on arriverait à 1750 tonnes de CO2 absorbé. Et si on prend l'ensemble de tout le bois qui est exploité au niveau bois de service, donc dédié à la construction,
en prenant aussi ce qui sort du parc et ce qui sera fixé dans de la construction ailleurs. Donc là, on est à 17 500 tonnes. Et ça, si on fait un parallèle, par exemple, avec la consommation d'une voiture, si on prend une voiture avec une consommation de 120 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui est la moyenne actuelle, hein, c'est une moyenne qui est en diminution, mais c'est la valeur actuelle, et puis 15 kilomètres par an. Donc, on voit qu'on a la consommation de 9 700 voitures, donc c'est quand même assez conséquent, c'est plus que l'ensemble des véhicules des habitants du parc. Voilà, comme estimation. Ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que voilà, le bois est séquestré pour plusieurs dizaines, voire centaines d'années, donc on a des constructions. Là, j'ai pris un chalet emblématique, hein, notre patrimoine architectural qui est un des plus grands chalets en bois des Alpes de 1752, qui correspond à 700 mètres cubes de bois à l'époque obligatoirement local, qui est stocké depuis bientôt 3 siècles. Et puis un exemple tout neuf d'une maison qui a été construite vraiment avec le plus de proximité possible, où tout le bois local qui pouvait l'être a été pris localement, le reste au niveau un peu plus loin, on a 120 mètres cubes de bois dans ce bâtiment-là, où voilà, si on prend l'intérieur et l'extérieur. Alors, ce qui est aussi important, le but de ce projet de valorisation du bois local, c'est non seulement l'économie circulaire, de favoriser aussi le maintien de ces petites structures de scierie et toutes ces entreprises, la filière bois, depuis l'exploitation forestière jusqu'à la construction, à la menuiserie, en passant aussi par l'architecture. Mais c'est vraiment de limiter au maximum les émissions liées au transport de bois, qui peut être très grand, hein, si on prend vu qu'on est dans un système très ouvert. Alors, voilà, je n'ai pas de calcul précisément sur les impacts de ce transport de bois, mais c'est certainement très significatif. Puis en conclusion, on pourrait dire que pour une exploitation durable du climat, l'exploitation rationnelle du bois et sa valorisation dans la construction a un effet beaucoup plus efficace que simplement une augmentation du bois qui reste en forêt. Et puis ceci est d'autant plus fort si cette valorisation se fait en circuit court. Voilà, je vais terminer. Je ne sais pas si je suis dans les temps. C'est vraiment parfait. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Donc, c'est vraiment intéressant de voir à quel point les différentes dynamiques peuvent être intégrées ou en tout cas sont intégrées. Et alors, Philippe Moutet, donc de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, voulait peut-être faire un petit commentaire avant qu'on passe aux questions. Tout à fait. Avant que vous posiez des questions, et j'en aurais moi-même, avant que vous posiez des questions, je voulais un peu souligner que ce qu'on avait eu comme optique avec Olivier, c'était de vous montrer aussi la diversité d'actions qui portent des questionnements carbone dans des espaces naturels, puisqu'on a eu des actions qui sont directement sur les milieux et puis qui ont permis, comme vous l'avez vu, de voir aussi que les questions s'entremêlent, la question de l'eau, la question de l'adaptation, etc., et du carbone sont étroitement liées. Je pense que ça, vous avez pu voir que ça ressort assez bien. Puis vous montrez aussi la dimension économique et puis aussi patrimoniale, puisque dans l'exemple que Bruno a présenté, il y a à la fois une dimension économique par les filières et la volonté d'avoir aussi des territoires, des espaces naturels protégés qui soient dynamiques, mais il y a aussi une entrée patrimoniale sur les savoir-faire, sur l'architecture. Ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Puis un élément qui est souvent minoré, et ce qu'a mis en avant aussi Bruno, c'est qu'en France, on a eu récemment une révision de la réglementation autour de la construction neuve, et notamment sur l'évaluation énergétique et le carbone. Ils ont introduit la question du carbone pour évaluer les matériaux de construction. Et sur les matériaux comme le bois, comme les matériaux biosourcés, dits biosourcés, donc ça peut passer par de la paille, du chanvre, ce que vous voulez. Il y a eu toute une question autour de l'analyse du cycle de vie. Et notamment dans ce qu'évoquait Bruno, c'est vrai que dans le bois construction, on a des cycles de vie qui peuvent être très longs, puisque si on reprend le bâtiment emblématique du XVIIIe siècle
en Suisse, il a un cycle de vie, les poutres mises en place, les éléments d'architecture bois ont un cycle de vie extrêmement long. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir, c'est ce qu'on voulait vous faire mettre en avant, c'était montrer finalement, en gros, on agit sur le carbone tout le temps. Puis un sujet qui est ressorti aussi fortement, on a parlé aujourd'hui des tourbières. Mais dans les espaces naturels, il y a, nous, dans les parcs, dans l'enquête qu'on a pu faire, ressortait effectivement le rôle des prairies, qui est très important en termes de contribution. Puis la dimension paysagère qu'on avait aussi dans le Jura, quand vous voyez ces photos, les impacts sur le paysage, les restaurations de paysages sont importantes. Et puis on a également, notamment je pense à la Guyane, où on a des questionnements sur les mangroves, qui sont aussi très contributrices en termes de stockage carbone. Donc vraiment, cette interaction constante entre les milieux naturels et des politiques autour de l'adaptation et du carbone me semble importante. Si je peux peut-être ouvrir le feu de questions, j'en aurais une notamment par rapport à Bruno sur le bois et sur le carbone. Est-ce que par rapport à notamment, vous avez parlé du transport et de la moindre émission carbone liée à des circuits longs, est-ce que vous avez couplé votre… excusez-moi, hop, je coupe. Est-ce que vous avez travaillé justement en parallèle sur les types de transports mis en avant? Là, il y avait une photo d'un camion peut-être classique. Est-ce que vous avez joué aussi sur des modes de circulation moins carbonés, si je puis dire? Voilà, est-ce que vous avez poussé le carbone jusque dans ces dernières limites? Merci. Non, pour l'instant, après, on essaye de gérer maintenant plutôt d'avoir des stocks décentralisés. On essaie d'optimiser, on essaie d'avoir une plateforme entre les exploitants forestiers, les scieurs, les utilisateurs de bois pour avoir des stocks décentralisés et puis pouvoir plus facilement optimiser les flux de bois. Mais voilà, le transport, on a du chemin de fer, mais qui est très peu utilisé dans notre région pour le transport de marchandises. Par contre, on a un système par câblage qui fait que pour descendre le bois des versants vers les fonds de vallée, souvent ça se fait avec du câblage qui est plus écologique qu'avec des camions qui montent dans les massifs forestiers. Mais voilà, sinon on n'a pas poussé plus loin la réflexion à ce niveau-là. Merci. Voilà. Je propose que maintenant on ouvre, on donne la parole aux participants. Donc la première question est toujours la plus difficile. Alors vous pouvez soit utiliser le chat et je ferai le relais, ou alors utiliser votre micro directement. On dirait que tout était très clair. Ouais. Oui, Philippe. Faut bien poser une question, donc je vais vous en poser une, puis comme ça vous laissera le temps aux autres de réfléchir à d'autres questions. Mais il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué, qui est important, je pense, dans cette question du carbone par rapport à vos territoires, c'est la valorisation des actions carbone, valorisation notamment financière. Et dans le travail qu'on a conduit au niveau de la Fédération des parcs en France, on a essayé d'identifier des outils qui permettent, par exemple, d'amplifier une bonne gestion forestière, de valoriser des actions carbone. Et je pense à deux exemples. On a eu des travaux, alors c'est pas dans un parc, mais c'est l'agglomération de La Rochelle en France qui a travaillé sur un agrégateur carbone qui référence des actions contributives à la maîtrise du carbone et qui permet d'en sortir des financements. Et elle a notamment permis de travailler avec le parc du Marais Poitevin sur la réintroduction de chênes têtards dans le parc. Et puis, il y a eu également, je pense à la région Auvergne-Rhône-Alpes en France, il y a eu un travail qui est fait par une association qui s'appelle Silvact, qui travaille sur la valorisation du carbone dans la bonne gestion forestière et qui, à partir de la mise en avant de ces évitements de carbone ou de ce stockage, va permettre de générer des fonds
qui vont permettre d'amplifier la bonne gestion forestière. Est-ce que dans les différentes personnes présentes, chez vous aussi, vous avez essayé de travailler là-dessus? Est-ce qu'il y a des outils? Ce n'est pas une question presque aux intervenants, c'est une question aux participants. Parce que souvent, un des freins qu'on met en avant, c'est de dire, bah oui, mais pour conduire des actions carbone, il faut les financer, il faut aussi que ça ait du sens pour motiver les gens. Donc voilà, est-ce que vous-même, vous avez ces actions-là ou est-ce que c'est des questions que vous posez? Je propose qu'on donne quand même la parole aux intervenants pour commencer. Donc, je ne sais pas si Pierre ou Bruno, vous voulez intervenir. Ouais, je peux essayer une réponse. Nous, effectivement, on avait eu tout un projet, mais finalement, avec ces certificats carbone liés à la production et la bois, mais finalement, il n'y a pas eu de suite. Il y avait eu une grosse étude qui a été faite, mais c'était avant que j'ai débuté au parc en 2014. C'était quelques années avant, au tout début. Mais voilà, il n'y a pas eu de suite par rapport à ça, mais il y a certainement des pistes à creuser à ce niveau-là pour avoir des moyens supplémentaires. Nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir une législation forestière qui oblige de prendre en compte quand même une certaine durabilité et puis voilà, ces multifonctions de la forêt. Mais ce qui est plus délicat, c'est effectivement pour les forêts publiques ou les forêts de protection où là, on a des moyens financiers voilà, pour valoriser le bois. C'est plutôt pour toucher les propriétaires privés de forêt. Et là, effectivement, d'avoir une incitation économique serait certainement intéressante. Mais on n'a pas plus d'expérience que ça à ce niveau-là. Pierre? Par rapport à la rémunération du carbone dans les tourbières et puis le côté économique, il y a actuellement, depuis 2 ou 3 ans déjà, le docteur Daniel Gilbert qui est de l'Université de Franche-Comté, qui travaille avec le Césaire, donc ça doit être à Gros-Sub-Dijon, il me semble, justement, qui est à la base un biologiste qui travaille sur le crâne et qui a entamé une thèse un nouveau travail de thèse justement sur l'économie du carbone dans les tourbières. Et c'est voilà, justement pour avoir des éléments chiffrés des enjeux. Alors que ça soit sur les tourbières dégradées, donc la publication des Allemands, c'est lui qui nous l'a fourni, et puis il est en train de travailler justement par rapport à cette entrée de type de dégradation de tourbières et des enjeux et des coûts de restauration, des coûts économiques, mais des coûts carbone aussi, puisque nos travaux ont un coût carbone, de faire des équilibres et puis de voir un peu à partir, en gros, combien ça rapporte à la société ces travaux, aussi bien d'un point de vue carbone que économique. Donc il y a quand même tout le travail de Daniel Gilbert qui est en partie publié pour le moment, qui est en cours avec toujours un peu, moi une crainte, c'est que de la monétarisation des travaux, comme ça a pu être le cas avec les mesures compensatoires et autres, voilà, ça peut avoir des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés, comme tous ces enjeux-là. Donc, à voir. Mais il y a tout le travail de Daniel dessus, qui va donner des éléments très importants. Alors je sais que c'est aussi des éléments qui étaient en réflexion là, avec la révision de la PAC par rapport à la spatialisation des mesures agri-environnementales et climatiques par rapport au type de mesures qui ont le plus d'impact sur le carbone d'un point de vue agricole. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui est en cours. Donc il y a du travail en cours. La connaissance du carbone et du cycle du carbone dans les tourbières a progressé depuis 10 ans. Le côté économique qui va avec est en cours de travail. Ok, merci beaucoup Pierre. Donc on voit en tout cas que les différents aspects de la gestion du territoire, de la conservation de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique sont clairement intégrés et qu'il y a pas mal de tentatives en tout cas
d'associer les effets positifs de chaque type d'action. Alors ici, on a une série de questions qui sont arrivées dans le chat, donc je vais les poser dans l'ordre. Et par contre, on s'arrêtera à 10h30, comme c'était prévu, donc je vais faire de mon mieux pour qu'on réponde à un maximum de questions. Alors, la première question de Blandine Camus, qui représente Euromontana. Pour la promotion de la construction en bois dans la région, des actions étaient menées pour encourager le secteur public-privé. Mais est-ce aussi le cas pour les particuliers? Donc, avez-vous des campagnes de sensibilisation de l'usage du bois local vers les particuliers? Donc, c'est une question qui s'adresse plutôt à Bruno. Oui, alors tout à fait. C'est vraiment le propre de notre action de favorisation du bois, du label bois suisse et du bois local. On ne peut pas encore avoir de label bois du parc, ce qui nous faciliterait, mais là, on n'a pas encore un accord avec l'Office fédéral de l'environnement sur le critère développement. On a un critère géographique pour avoir du bois du parc et le critère environnemental. Parce que voilà, on nous demanderait d'avoir des forêts certifiées FSC ou PEFC, et puis on en aurait trop peu. Donc, on essaye de montrer que l'exploitation actuelle est suffisante. Mais bref, le but, c'est effectivement de toucher un grand public. Et ce qui marche bien, c'est on a la possibilité avec le label Bois Suisse de mettre en valeur les constructeurs, les maîtres d'ouvrage qui construisent avec ce bois suisse ou bois local, avec en remise de labels ou de plaquettes qu'on peut appliquer sur les maisons. Alors nous, on vient de lancer chaque 2 ans, on fait un appel à toutes les entreprises bois pour qu'elles mettent en avant leurs clients qui ont fait le choix du bois suisse ou du bois local. Et après, on fait une action de remise de ces plaquettes et un travail de communication qui marche assez bien. Les gens sont assez fiers d'être mis en avant pour avoir fait le choix du bois local et du bois suisse. Avec un travail de communication publique, et on a à chaque fois une trentaine d'objets comme ça qui sont mis en valeur dans le parc, et ça stimule, ça valorise à la fois les entreprises et les particuliers, les maîtres d'ouvrage. Ok, merci. Donc vraiment, ce projet ici, on voit qu'on arrive à rassembler les différentes parties prenantes et habitants et acteurs de l'économie au sein du parc. Donc dans la même veine, il y a une question pour savoir si le pilotage de ce projet que vous avez présenté, Bruno, est 100% piloté par le parc ou bien c'est fait en collaboration avec d'autres organismes? Oui, alors on collabore avec d'autres organismes. On a surtout la fêtière des entreprises du secteur bois qui s'appelle l'IGNOM en Suisse, qui a des structures par canton. Comme on est sur 2 cantons principaux, on a ces fêtières avec qui on collabore, et aussi au niveau de la promotion économique régionale, des structures aussi des régions qui sont pour la promotion, qui nous délèguent un petit peu ce projet, enfin qui collabore, mais c'est en fait le parc qui coordonne, mais en partenariat avec d'autres acteurs, la Fédération des entreprises bois et la promotion économique régionale. D'accord, merci beaucoup. Alors ensuite, nous avons une question de Élise Féliot-Meunier qui s'adresse plutôt à Pierre et qui demande, donc vous avez bien montré que la séquestration du carbone diminuait notamment à cause du réchauffement climatique dans les tourbières. Est-ce que vous avez des projets afin de réimplanter des essences plus locales pouvant potentiellement être plus résistantes au réchauffement? Je pense que c'était plutôt Bruno qui... Ah oui, non, c'était Bruno, pardon. Je pensais que c'était les tourbières, excusez-moi. Oui, alors c'est un sujet on a un forum des forestiers aussi avec qui on débat sur la biodiversité en forêt, sur la valorisation de la ressource bois. Et c'est un sujet qui est permanent, qui vient systématiquement. C'est une grosse préoccupation parce qu'on voit que ça change très vite, et puis dans les Alpes encore plus. Donc, il y a certains qui essayent, par exemple, de mettre du pin Douglas plutôt que de l'épicéa qui serait un peu plus résistant, puis qui a aussi cette qualité pour le bois de service.
Et puis dans d'autres régions où un peu plus en bas, où on est déjà dans du feuillu et plus orienté bois-énergie, voilà, il y a une volonté de favoriser du chêne ou d'autres essences qui résistent mieux que le hêtre. Donc, il y a des essais ponctuels, il n'y a pas de démarche encore systématique, c'est un peu du tâtonnement. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup d'études qui se font aussi au niveau national sur lesquelles on souhaite s'appuyer. Mais c'est une préoccupation, mais on n'a encore rien de très, très systématique et planifié à ce niveau-là. Il y avait une autre question qui était liée au statut des espaces forestiers dont lesquels vous avez parlé. Est-ce qu'il s'agit d'espaces naturels protégés ou bien c'est des espaces qui sont dédiés à l'exploitation forestière? Alors, on a les deux. Comme j'ai dit, on a 40% du territoire qui est des forêts et puis on a un pourcentage de réserves forestières qui est en croissance. En Suisse, on est relativement peu doté par rapport aux comparaisons internationales en espace vraiment mis sous protection. Mais dans notre parc, ça a presque doublé en quelques années. Mais on est autour de peut-être 10% des forêts qui sont en réserve. Par contre, on a une grande partie de forêts qui ne sont pas exploitées parce que improductives, mais qui ne sont pas mises en réserve parce que l'État ne veut pas indemniser des propriétaires pour une forêt qui de toute manière ne serait pas exploitée et puis qui reste intéressante. Donc mais ouais, c'est environ 10% du type de massif forestier constitué de réserves. On a aussi une autre catégorie, c'est des îlots de sénescence qui ne sont pas officiellement constitués comme réserves inscrites au registre foncier, mais qui ont la même vocation d'abandonner toute production, toute exploitation pendant 50 ans. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc, alors ici, nous avons une question pour Pierre sur les indicateurs. Donc, je vais la lire, hein, ce sera le plus précis. Est-il possible d'évaluer la capacité de stockage d'une tourbière ou d'une lande humide avec des indicateurs assez simples à mettre en œuvre, suivi du battement, de la nappe, suivi de la végétation, etc. Donc, comment suivre ce fameux stockage de carbone dans une tourbière? C'est pas si simple que ça sur le fond. Après, il y a quelques abacs qui existent, hein, notamment la présentation allemande que je vous ai présentée, plus quelques autres travaux plus récents, mais il n'y a pas suivre aussi facilement n'est pas évident. Toutefois, on est en train de travailler sur le sujet. Là, on est en train notre programme Life arrivant à échéance, on est en train avec les mêmes partenaires, de monter un nouveau programme Life sur les tourbières avec l'entrée Life Climat. Donc, justement, vraiment cet enjeu-là. Et du coup, on est en train de regarder quels sont les indicateurs que l'on pourra mettre en place justement par rapport à cet enjeu carbone et eau. Le pôle relais tourbière, du coup, est en train de travailler sur ce sujet-là avec différents chercheurs pour voir quels sont les éléments que l'on peut mettre en place. Je sais par exemple que Stéphane Glatzer en Autriche a des éléments il a fait des interpolations entre des mesures précises et des mesures plus ponctuelles pour essayer de faire un lien sur un suivi qui serait plus réalisable ponctuellement. Donc, je n'ai pas d'éléments très précis pour le moment, mais normalement, d'ici la fin de l'année, le travail du pôle relais tourbière devrait donner, en tout cas, faire au moins une synthèse de ce qui est faisable et pas faisable et ce qu'on peut espérer ou pas espérer facilement. Oui, donc ça on voit hein, pour tous les types d'habitats que les questions de mesurer la séquestration et le stockage du carbone restent très compliquées. J'ai connaissance d'un projet LIFE où ils essayaient d'évaluer la différence de séquestration et de stockage de carbone dans des forêts laissées en libre évolution versus des forêts qui sont exploitées, hein, parce que certains exploitants forestiers appellent au rajeunissement fort des forêts en disant qu'un arbre qui pousse séquestre plus qu'un arbre qui est en place. Évidemment, ça
ça dépend du cycle de vie du bois qui a été coupé, comme elle l'a montré très bien Bruno. Alors, la question suivante. Ah oui, vous avez parlé donc Bruno, vous avez parlé d'une sous-exploitation du bois. Et la question est de savoir si elle est due à une absence de débouchés ou une impossibilité d'accéder au bois de la part des propriétaires. C'est une bonne question. En fait, là, c'est pas tellement une absence de débouchés parce que les débouchés, ils existent, ils sont même en progression. On construit de plus en plus en bois, même dans les villes, hein. Quand on veut densifier maintenant, on a plutôt l'idée de densifier les zones urbanisées, puis c'est plus facile de le faire avec les extensions en bois, par exemple. On le voit même en ville. Le problème, c'est plus que en Suisse, la main-d'œuvre est chère. Et puis, comme c'est un marché très libéralisé, voilà, les entreprises travaillent plutôt avec du bois étranger d'une part. Puis d'autre part, effectivement, les propriétaires privés, vu que le prix du bois est très bas, ils sont pas très enclins enfin, ils préfèrent attendre garder leur stock de bois pour des jours meilleurs. Mais c'est quelque chose qui bouge très vite, hein. Vous avez peut-être vu au niveau international, le commerce du bois, il y a une pénurie, il y a vraiment une grosse demande maintenant de la Chine, de l'Amérique du Nord. Et puis, peut-être ça va faire remonter les prix et augmenter aussi l'exploitation du bois dans notre région. Oui, ça je peux témoigner à titre personnel. C'est plus difficile d'acheter du bois local que d'acheter du bois africain en Belgique. Donc, c'est assez étonnant. Tac. Alors, il y a une question, je ne suis pas sûr de la comprendre, de Xavier Demarche. Donc, si vous voulez peut-être la préciser sur espace sous protection de points sous statut Natura 2000. Est-ce que vous avez donc des réserves dans les cas que vous avez présentés qui sont sous le statut Natura 2000, aussi bien Bruno que Pierre? Moi, je peux répondre. Alors, je peux même répondre pour Bruno, puisque Bruno étant en Suisse, Natura 2000 n'existe pas en Suisse. Voilà. Je pense que c'est vite réglé. Bon, après, il y a d'autres statuts similaires, hein. Mais pour nous, oui, le programme LIFE Tourbière étant un LIFE biodiversité, il s'est appliqué uniquement sur des sites Natura 2000, donc 16 sites au total. D'accord, merci. Alors, Blandine voulait un peu creuser la question des financements. Donc, le parc et les partenaires bénéficient-ils d'un soutien financier particulier pour ce projet? Et si oui, de quel programme? Non, on a en fait, on a un plan de gestion comme pour tous les projets du parc par rapport à que ce soit les projets biodiversité, les projets de sensibilisation ou d'économie de proximité qui financent notre travail un peu de mise en réseau, d'animation de cette filière, de création de ces actions de promotion du bois, remise de labels, etc. Mais on n'a pas de soutien extra comme on l'a par exemple pour des projets biodiversité où on a appel à des fondations, on a d'autres financements, mais pour ce projet-là, c'est uniquement le plan de gestion de base du parc qui finance. Ok, merci. Je profitais de cette question pour préciser que, évidemment, l'objectif de ces conférences en ligne est aussi de mettre en relation. Et donc, si certains d'entre vous voudraient répliquer les programmes qui ont été présentés ou en apprendre plus, on vous mettra en relation avec plaisir. Direct, hein. Donc, ça, n'hésitez pas, hein, parce qu'effectivement, en 20 minutes, hein, on ne peut pas vous présenter les détails des projets. Or, les intervenants auraient aimé, hein, je pense, aller beaucoup plus en profondeur. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, on va prendre une autre question de Juliette Danet, que je salue, parce qu'elle fait partie du projet Life Nature Adapt pour une réserve dans les Alpes. Alors, une question sur pratique séquestrante. Monsieur Moutet a fait la démonstration. Non, c'est Monsieur Clément qui a fait la démonstration que le bois d'œuvre était une solution d'urage. Pardon, je reprends. A fait la démonstration que le bois d'œuvre est une solution durable au stockage ex situ.
mais avez-vous des retours quant à l'impact environnemental global de la filière bois-énergie, qui par endroits en France est assez délétère pour les milieux naturels? Oui, ouais, je m'attendais à une question comme ça. C'est vrai qu'on en discute beaucoup en interne, hein. On parle maintenant entre le principe durabilité faible, durabilité forte, et puis le bois énergie, jusqu'à quel point on peut voir ça comme solution durable. Enfin, moi, je pense que ça dépend beaucoup de la gestion forestière qui est derrière ce bois énergie, de la manière d'une part, et puis encore une fois, des flux, quoi. Si c'est du bois énergie qui est transporté à gauche, à droite pour être déchiqueté, pour être ramené vers les utilisateurs finaux. Donc, c'est difficile de donner une réponse toute faite. C'est vraiment, je pense que chaque filière, en plus, il y a différents types de systèmes de bois énergie. Nous, on a maintenant des systèmes qui se développent. On a un nouveau qui vient d'être mise en place là, dans la commune où j'habite, de gazéification, où on ne brûle plus le bois, mais on le gazéifie, qui permet une cogénération à la fois de la chaleur et de l'électricité, ce qui est intelligent à long terme. Si on imagine avec l'assainissement des bâtiments, il y aura un besoin en chaleur qui va diminuer. Par contre, les besoins d'électricité augmentent. Donc, mais là, ils ont besoin d'autres types de plaquettes que des chauffages à distance. Donc, ouais, je pense que ça dépend vraiment à la fois de la filière, enfin des flux, des transports, et puis de la gestion forestière, si on fait des coupes rases pour faire du bois énergie ou pas. Donc, c'est assez dur mais c'est une question très bonne. Et puis nous, on est en train de creuser la chose pour notre région en particulier, mais on n'a pas encore d'études poussées par rapport à l'impact environnemental global de la filière bois-énergie. Oui, donc la difficulté de ces choix, c'est qu'on répond à la question de l'indépendance par rapport au pétrole et Ouais. à l'énergie renouvelable. C'était très à la mode il y a quelques années. Mais qui évidemment ne répond pas aux enjeux du changement climatique, puisque ça reste une énergie qui est carbone. Et donc j'aimerais, moi, profiter pour poser une dernière question aux deux intervenants, puisqu'on voit en fait que la question du changement climatique, telle qu'elle a été abordée ici, appelle vraiment à une gestion, à une gouvernance beaucoup plus intégrée des territoires. Et donc, je voudrais vous poser la question de comment vous envisageriez une gouvernance intégrée qui permettrait de balancer les enjeux du changement climatique, de la protection de la biodiversité et du développement durable de l'économie dans des territoires comme les vôtres. Qui va commencer? Je peux dire une première réflexion à ce niveau-là. Je pense que effectivement, la gouvernance, pour nous, l'essentiel, c'est vraiment le travail avec les communes. Donc, on a cette démarche de l'European Energy Award. Je ne sais pas si c'est connu dans vos pays, mais chez nous, c'est Cité de l'énergie, qui était à la base qu'une gestion plutôt politique énergétique locale, qui maintenant intègre la gestion des espaces verts, la biodiversité, le climat, qui est un peu un moyen de monitorer ça au niveau communal. Et puis, donc ça, c'est une chose. Puis l'autre, et là, le parc, il a un rôle de créer des synergies entre les communes, des échanges d'expériences pour les accompagner dans cette gestion locale. Mais notre territoire en particulier, il est quand même très dépendant des villes portes voisines. On a toute la Riviera au bord du lac Léman, on a la région Fribourg, Berne, Lausanne, qui sont aux portes, si on peut dire comme ça, de notre parc. Et puis, on doit aussi se poser la question, si on prend par exemple par rapport à la question du bois énergie, est-ce que notre bois, est-ce qu'on doit l'utiliser dans des petites structures pour être, nous, une région modèle au niveau d'autonomie énergétique, ou au contraire, c'est plutôt dans les villes qu'il y a des besoins, et notre bois, notre ressource bois, comme c'est le cas pour l'électricité, doit aussi servir
alimenter des réseaux de chauffage à distance beaucoup plus efficients dans des cités, parce que l'impact, si on regarde globalement au-delà de notre simple territoire, il est plus pertinent d'utiliser la ressource bois pour des chauffages à distance dans des milieux urbains que dans des petites structures, dans des villageoises. Donc ça, c'est aussi un autre niveau de réflexion qui peut être intéressant et qu'on se pose maintenant parce qu'on a intégré notre territoire à cheval entre deux cantons, deux régions en Suisse. Ces régions elles-mêmes ont des planifications directrices et puis on essaye de s'intégrer comme on peut, trouver notre place là au milieu. Est-ce qu'on doit avoir que la logique du parc ou bien s'intégrer à des dynamiques de gouvernance plus larges? Ok. Pierre, avant de prendre une dernière question de Fraser. Ce n'est pas une question très simple, mais nous, en tout cas, sur ces problématiques-là, on a déjà des structurations qui viennent des différentes compétences, notamment les compétences de GEMAPI et gestion de l'eau et milieu aquatique, qui ont conféré au parc cette compétence sur l'ensemble de son territoire. Donc, on a déjà quand même un élément qui permet de justifier notre action. Et c'est vrai que sur le secteur des tourbières, on a plusieurs choses. Déjà, le fait d'être monté sur un programme LIFE avec les partenariats de l'ensemble des acteurs des tourbières du massif du Jura franc-comtois. On a déjà eu du coup un pilotage qui était pas chacun dans son coin, mais un projet plus global et une synergie qui s'est mise en place par rapport à l'évolution et à la reconnaissance aussi. C'est que suite à ce programme de 7 ans où justement on a travaillé à mettre un projet plus collectif en place, on l'a valorisé sur la fin de programme par une proposition aux communes qu'elles ont accepté intégralement, c'est de le reconnaître par une labellisation Ramsar de nos tourbières et de nos lacs. Donc voilà, ça a été aussi une valorisation. C'est un label, hein, ça n'apporte pas forcément grand-chose d'autre, mais c'est un label qui permet aussi de montrer une synergie entre les communes, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que c'est les communes le premier échelon de notre territoire. Et c'est un peu ces éléments-là en termes de pilotage, c'est vraiment le fait d'avoir pu enfin, grâce à ces projets, en l'occurrence, ça c'est un projet européen, mais ça pourra en être d'autres, mais de réussir à avoir un travail, une synergie de l'essentiel des acteurs sur cette thématique du massif a permis d'avoir une meilleure diffusion de l'information sur qui sont loin d'être la priorité des communes. On n'est pas comme dans la valorisation forestière où il y a une vraie retombée économique directe derrière. Donc, c'est quand même ces éléments-là. Mais après, aller plus loin dans le pilotage, je ne saurais pas dire comme ça. Oui, on voit que ça reste compliqué de valoriser les intérêts pour la biodiversité ou pour la résilience face au changement climatique dans les politiques, hein, et quel que soit le niveau. Mais ça l'est de moins en moins quand même. Hein. Ça l'est de moins en moins, c'est ça. Effectivement, on voit d'année en année que les sujets sont de plus en plus prégnants. Voilà. Alors, on va prendre vraiment la dernière question. Donc, Fraser Destiné, vous avez levé la main. Je vous propose de la poser. Il faudra ouvrir votre micro. Voilà, là, on vous entend. Je suis désolé, on entend un petit peu de bruit de fond, mais... Je suis désolé, on ne vous entend pas, Fraser. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être envoyer votre question, soit dans le chat, soit vous me l'envoyez par mail, et je la passerai aux intervenants.
Voilà. Alors, bon, dernière question alors de Juliette. Est-ce que vous avez eu des demandes de bois de la part des réseaux chaleur urbains, Bruno? Oui, en fait, on a une ville, une petite ville, une petite ville de 15-20 000 habitants, Bulle, qui se situe vraiment aux portes du parc et qui a son approvisionnement qui est fait dans notre territoire. Donc, on a un peu cette question, est-ce qu'on doit prioriser les petites structures de chauffage à distance villageoises ou ce genre de demande? Pour l'instant, on arrive à répondre aux deux parce qu'on est encore en sous-exploitation, mais vu le développement là, on est une ville qui est pratiquement complètement en réseau à distance. On ne sait pas si on pourra le faire longtemps. Donc, pour l'instant, on n'a pas dans l'immédiat, mais on sait qu'à terme, ce dilemme pourra venir. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup aux intervenants. On va, je pense, conclure ici. On est plus ou moins dans les temps. Il y avait encore une petite question pour savoir si l'enregistrement serait disponible. Effectivement, dans quelques jours, vous recevrez un mail de la part d'Europarc vous donnant accès à l'enregistrement. On va peut-être un tout petit peu le monter. Je voudrais en profiter pour remercier ma collègue Misha Kochminova qui m'a beaucoup aidé pour les invitations et toute la partie un peu, je vais dire, organisation plus technique du webinaire. Merci à tous, hein, vraiment d'être venus nombreux à ce premier webinaire en français. J'espère que ça vous aura apporté au moins de l'inspiration, si pas des petits conseils ou des trucs et astuces plus techniques sur comment traiter la question de la séquestration dans vos espaces naturels protégés. On voit la nécessité de l'intégration, on voit la nécessité d'une gouvernance à différentes échelles que j'aime appeler géopolitiques, hein, de l'habitat ou de l'espèce jusqu'à la région, en passant par les communes ou les communautés de communes. Le changement climatique est une affaire globale, l'économie est une affaire globale, la nature n'a pas de frontières, donc forcément la gouvernance doit de plus en plus s'intégrer. J'en profiterai aussi pour faire la promotion d'un papier qui a été publié par Europarc et la Fédération des parcs naturels régionaux, justement sur ces instances de gouvernance que sont les parcs naturels régionaux et qui offre une échelle qui est assez intéressante dans le sens où elle permet vraiment la conversation entre les différents acteurs du territoire à une échelle qui n'est pas non plus complètement déconnectés du terrain, comme peut l'être parfois les très grandes régions ou les tâches nationales, voire supranationales, comme l'est l'Europe. Voilà. Philippe, est-ce que tu veux encore dire quelque chose peut-être avant qu'on se quitte? Très rapidement, pour qu'on tienne le timing, juste d'abord remercier Europarc pour l'organisation de ce webinaire. Avec ma collègue Léa Delcourt, qui malheureusement n'est plus à la fédération, on avait travaillé pour échanger avec Bruno notamment, et puis on a échangé avec Pierre aussi. Et puis dire aussi que vous pouvez bien sûr aller aussi sur les sites des parcs naturels régionaux, sur le site de la fédération, pour voir des éléments complémentaires sur le carbone. Et puis que, comme le disait Olivier, c'est qu'un début, n'hésitez pas à contacter d'autres territoires en France ou ailleurs, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de solutions qu'on peut trouver et mutualiser ensemble. Donc, c'est de bon augure. Et puis à suivre à la rentrée, à la fin de l'année, pour d'autres exemples d'autres pays, cette fois en anglais. Mais c'est un sujet de longue haleine et on voit que tout est étroitement lié. Merci en tout cas à vous de vous être mobilisés et merci à toi, Olivier. Oui, n'hésitez pas, hein, au travers des projets LIFE, à aller vers les différents partenaires, enfin les projets LIFE entre autres, hein, mais ici on est soutenu par le LIFE. Et d'ailleurs aussi, on a le soutien de l'OFB et du ministère de l'écologie que je voudrais remercier. Mais n'hésitez pas à aller en direct. Hein, le projet LIFE Nature Adapt est piloté en fait par Réserve naturelle de France. Et donc au sein des réserves, hein, c'est pour avoir un autre type de désignation ou de statut. Beaucoup de travail est fait sur le changement climatique. Donc si vous êtes plus à l'échelle réserve, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra en relation avec plaisir.
Eh bien, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et beaucoup de courage et de persévérance sur les questions de conservation de la biodiversité et du changement climatique. Bonne fin de journée. Au revoir. Oui, Merci, au revoir. Olivier, est-ce que je peux conserver la connexion juste pour faire un point avec quelqu'un après ou... Oui, bon, on va voir si ça marche. On va laisser les gens se déconnecter alors. Ok, merci. Enfin, vous pouvez peut-être commencer, hein. Je pense que, enfin, à moins que vous ayez des secrets. Oui, merci. C'est pour faire un petit échange technique un peu pointu là, sur le calcul de carbone dans les tourbières. Allez-y, hein, allez-y. C'est gentil, merci. Oui, bah, du coup, salut Philippe. Salut Pierre. Juste, je repartage mon écran, comme ça je te montre. Yep. Enfin, on est parti sur quelques postulats, hein. Nos calculs ne sont pas très précis, puisque forcément, en fonction de la nature de tourbière, donc la nature de la végétation stockée, etc., on n'a pas les mêmes teneurs en carbone, bien évidemment. Et puis, en fonction de si elle a déjà été minéralisée ou pas, on peut avoir déjà perdu du carbone. Mais il y a quand même des chiffres qui ont été publiés qui donnent des éléments moyens. C'est les chiffres qu'utilise Daniel Gilbert dans sa thèse, donc, et c'est dans le tableau où je suis passé assez vite, tu as les références biblio, donc c'est encore des Allemands qui ont publié ça, Roscoff et Hall en 2015, qui donnent en gros que le stock de carbone d'une tourbière, c'est environ 1400 tonnes par hectare pour 2 mètres d'épaisseur. Donc 700 tonnes de carbone par hectare et par mètre d'épaisseur. Donc c'est à partir de ces éléments-là qu'on a fait nos calculs. Grâce au MNT, donc au LIDAR, j'ai pu dimensionner assez rapidement les surfaces qui avaient été exploitées directement. Et comme je disais, là, ça me prend vraiment en compte que les surfaces exploitées et je minimise la déperdition de carbone par la minéralisation et la vaporisation. Ça c'est des éléments que je n'ai pas pris le temps de chercher et qui ne sont pas si faciles que ça. Mais en tout cas, voilà, à partir de ces éléments-là, j'arrive à calculer donc une surface qui a été exploitée. J'arrive à calculer grosso modo aussi une profondeur moyenne en comparant entre les zones de haut marais qui sont encore naturelles et puis le fond. En sachant que là, ce qui était assez simple dans mon cas, c'est que je suis sur une exploitation d'un bord lacus. Donc en fait, le fond des fausses exploitations est rigoureusement à quelques centimètres près à la même altitude, quelle qu'elle soit, parce qu'en fait, c'est le niveau de changement de tourbe. En gros, c'est là où ce qui a été exploité, c'est surtout le haut marais à Sven, qui est plus facile et qui brûle mieux. Donc, j'imagine que la teneur en carbone est un peu meilleure. Et puis, en gros, quand ils arrivaient plus bas, ils étaient plus bas que le lac, donc ils n'arrivaient plus à évacuer l'eau, donc ils ont arrêté d'exploiter. On n'est pas comme dans la Somme où ils ont exploité sous l'eau. Donc voilà, ça m'a permis quand même de voir assez grossièrement, hein, je dis bien c'est très très grossier, mais très grossièrement la surface qui a été exploitée. Du coup, j'ai extrapolé sur un volume. Et puis après, c'est avec les abacs de 0,7, enfin de 70 à 80%. Là, dans mon calcul, j'ai dû partir sur 70% du volume qui est de l'eau pour calculer le stock d'eau disparu et les 700 tonnes par hectare, donc 700 tonnes pour 10 000 mètres cubes de tourbe que j'ai calculé le volume enfin, le tonnage de carbone qui a disparu. Voilà, D'accord.
Ça donne quelques gros éléments, ce n'est pas précis, mais c'est quand même les chiffres qu'utilise Daniel. Et dans son travail, je ne suis pas rentré dans ce détail-là, j'étais à peine plus rentré quand j'avais présenté au séminaire biodiversité des parcs, mais dans son travail, lui, il a aussi comparé, enfin, essayé de voir à l'échelle nationale déjà, ne serait-ce qu'avoir un vrai recensement des tourbières, ce n'est pas si évident que ça. En surface, on l'a à peu près, mais alors avec les volumes de tourbes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en sous-sol, on ne l'a pas. On se base sur, tu dois connaître le travail de 1949, les services des mines en fait, qui avaient inventorié, essayé de voir quel était le potentiel de ressources énergétiques des tourbières. Donc là, on a quand même quelque chose qui est assez précis. Pas partout, mais en tout cas, on a des secteurs bien précis. Et en comparant en tout cas ces secteurs-là, il a extrapolé un peu les volumes de tourbes que l'on a perdus. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ouais, il a commencé à regarder ces éléments-là pour sa thèse et il y a quand même des chiffres assez intéressants. C'est pas si anecdotique que ça, quoi. D'accord. Mais je pense que ça peut être pertinent aussi comme argument pour venir un peu au chevet de ces tourbières et les restaurer. Donc, si on peut arriver à quantifier ce qu'on a perdu et l'impact que ça peut avoir par rapport au nombre de voitures qui circulent au chauffage urbain, montrer que ce n'est pas anodin et que justement on a beaucoup à gagner dans ces milieux. Là, c'est vrai que sur l'exemple qui est à l'écran, moi je l'ai souvent utilisé avec des élus ou avec le grand public. C'est le stock d'eau en fait qui est souvent un élément intéressant, notamment du fait que le lac des Rousses sert à l'alimentation en eau potable. D'accord. L'exploitation de cette tourbière-là, qui n'est pas la seule tourbière qui borde le lac, c'est à peu près 20% de ce qui est consommé annuellement en eau potable qui a disparu en ressources supplémentaires. Après, c'est de la très, très grosse louche parce qu'on sait bien qu'il y a plein d'éléments. C'est une sorte de manque à gagner à venir pour eux en termes de ressources d'eau potable. Voilà. D'accord. Donc, du coup, c'est vrai que face à ces éléments-là, en tout cas sur ce secteur-là, qui était loin d'être le plus réceptif a priori, moi j'ai un soutien vraiment très important des communes et de communautés de communes pour préserver et restaurer ces milieux-là, quoi. Très bien. Écoute, merci pour ces précisions. Je ne vais pas retenir la ligne plus longtemps et ton temps précieux. Merci à tous et je vous dis à bientôt. À bientôt, Philippe. Au revoir. Bon, merci pour nous avoir permis d'échanger un peu plus et puis bonne fin de journée du coup. Ouais, merci. Je vois qu'il y a plein de gens pour profiter de la discussion. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir.